Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les coffres à jouets. Aujourd'hui, je profite du succès de Mario au cinéma et de la sortie du nouveau Zelda pour revenir sur la drôle d'histoire qui a mené Nintendo à devenir l'un des leaders mondiaux du monde du divertissement. Car derrière le sourire naïf des joueurs émerveillés qui pullulent dans les publicités, se cache un bien sombre passé totalement méconnu du grand public. C'est que bien avant de proposer des jeux vidéo, Nintendo a connu des débuts plus que sulfureux. Une histoire rarement racontée en dehors de son pays d'origine, mais qui mérite d'être abordée en dépit des risques de démonétisation. Y aura-t-il quelque chose de pourri au Royaume Champignon? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo qui n'hésite pas à remonter dans les tuyaux. Un grand merci à Obigenki, notre partenaire, de me permettre d'aborder des sujets pas toujours faciles à première vue. Si vous ne les connaissez pas encore, Obigenki c'est une boutique de figurines située à Osaka, entre tradition et modernité. Le parfait endroit pour dénicher les plus belles marques de figurines venues du soleil levant. Bandai, Kotobukiya, Medicom, Obigenki c'est surtout l'assurance de ne pas avoir de mauvaises surprises, avec un SAV entièrement en français. Et en plus, vous avez le droit à 5% sur votre prochaine commande avec le code ArcheoGenki05. Mais trêve de réclame, revenons à nos Nintendo. Il y a peu de chances pour que vous n'ayez jamais touché à une console Nintendo de votre vie. Le fabricant japonais est parvenu à conquérir le monde à coups de best-sellers et quel que soit votre âge, la NES, la Game Boy, la Super NES, la Nintendo 64 et tant d'autres ont réussi l'exploit d'attirer toute la famille autour d'une manette. En 50 ans, ce sont des centaines de millions de consoles et de jeux qui se sont écoulés sur les 5 continents. Mais on ignore trop souvent que Nintendo n'a pas attendu la fièvre vidéoludique pour connaître le succès dans son pays d'origine. Avec une activité tout aussi ludique mais non moins douteuse, celle de fabricants de cartes à jouer, les Hanafuda. Mais en quoi des cartes pourraient bien poser problème? L'archipel découvre les jeux de cartes relativement tardivement, avec l'arrivée des marchands et des missionnaires portugais, au XVIe siècle. Cette première ouverture à l'Occident va prendre fin très vite sous la pression des révoltes causées par ces doctrines du pape qui déstabilisent l'ordre millénaire du pays. Dès le début du XVIIe, l'Empire nippon se referme sur lui-même. Tout étranger occidental foulant ses frontières sera mis à mort ou placé en esclavage. À l'exception des Hollandais, qui étant protestants et non soumis à la papauté, parviennent à garder un accès très limité au pays. Le pouvoir tente alors d'empêcher toute forme d'occidentalisation, et les cartes à jouer en font partie. Les interdictions successives des formes et des couleurs des jeux portugais vont amener les joueurs à se tourner vers les milieux clandestins, tenus, vous l'avez compris, par des réseaux mafieux. Au Japon, on les connaît sous le nom de Yakuza, une référence directe à un jeu de cartes, puisqu'il s'agit de la pire main au jeu du Oishokabu, très populaire sous le shogunat des Tokugawa. 8, 9, 3, Yakuza, une suite qui équivaut à perdre d'office. Ce n'est qu'au tout début de l'ère Meiji que les jeux de cartes vont être tolérés par les autorités, et finalement il faut attendre 1886 pour que les Hanafuda sortent enfin de l'illégalité. Voilà donc pour le contexte. Et c'est 3 ans plus tard, en 1889, qu'un homme d'affaires de Kyoto, Fusajiro Yamauchi, ouvre une petite boutique de Hanafuda dans ce qui est alors le quartier des tripots de Kyoto. Ce n'est pas pour autant un débutant en affaires, jusque-là il travaillait pour une cimenterie industrielle, et sans descendant mâle, le directeur de celle-ci l'avait adopté. Une tradition chez les artisans japonais qui permet de transmettre le nom. Ses relations avec les autorités lui permettent de fournir le ciment nécessaire à la construction d'un canal géant sur le lac Biwa. Mais Fusajiro veut faire ses preuves. Il nomme sa nouvelle société Nintendo Koppai, qu'on pourrait traduire par paradis du Hanafuda. On y produit et on y vend des cartes de jeu peintes à la main sur du bois de mûrier et de l'argile, comme le veut la tradition, une activité très sensible car la moindre marque peut servir à tricher. Alors que la plupart de ses concurrents rechignent à collaborer avec les clans de Yakuza, Nintendo va en faire un atout. Ces cartes sont reconnaissables grâce à la figure qui orne la carte maîtresse, Napoléon Bonaparte. On ne sait pas vraiment pourquoi l'empereur des Français a été choisi, surtout sur un jeu intitulé Président. Un titre que le petit Corse n'a pourtant jamais porté. Certains y voient une fascination de Fusajiro pour le locataire des Invalides, mais d'autres pensent qu'il l'aurait confondu avec George Washington. Certains de ses clients engloutissent plusieurs dizaines d'exemplaires chaque nuit, et très vite, Fusajiro ouvre une seconde boutique à Osaka. Malheureusement, ses employés peinent à fournir tant la demande est grande. Le travail est méticuleux et entièrement fait à la main.
Ce serait pendant la guerre russo-japonaise, dans les premières années du XXe siècle, que Fusajiro va commencer à fabriquer des jeux européens. Le conflit amène son lot de prisonniers russes jusqu'à Kyoto, et c'est pour leur permettre d'occuper leur longue journée que Nintendo Kopai aurait été amené à produire les premières cartes à jouer en carton à la mode occidentale. Le tout avec une machine dont le rendement est bien meilleur. La fin de cette guerre provoque son lot de remous sur l'archipel, où une nouvelle taxe vient frapper les jeux de cartes. Un timbre fiscal apposé sur les paquets interdit les trafics et les contrôles drastiques provoquent la fermeture de la plupart des tripots. Mais Fujisaro va pouvoir compter sur une autre voie de distribution, hautement surveillée elle aussi, mais qui a l'avantage de lui permettre d'exister au niveau national. Ces cartes vont être vendues par les marchands de tabac, une petite révolution dans un pays encore très marqué par son organisation féodale. En 1929, Fujisaro passe la main à son gendre, Sekiryo, à condition qu'il fasse perdurer le nom des Yamauchi. Celui-ci accepte alors de prendre le nom de sa femme, et c'est Sekiryo qui va développer les premiers jeux de cartes destinés aux enfants. Un talent qui sera employé à des fins de propagande alors que le pays s'enfonce dans l'expansionnisme délirant en Chine et en Corée. Le fondateur décède finalement le 1er janvier 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, son dauphin retentera à nouveau de s'adresser au marché international, avec une société nommée Napoléon. Mais sans succès. Un genre de Waterloo, quoi. Lui aussi souhaite perpétuer le nom des Yamauchi, mais lui non plus n'a pas d'héritier masculin. Alors il va utiliser les mêmes méthodes en adoptant l'un de ses gendres. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Le candidat choisi quitte sa femme en 1933, mais il lui laisse un fils. Alors en 1948, quand Sekiryo meurt à son tour, c'est ce petit-fils tant attendu qui reprend les rênes. Hiroshi n'a alors que 22 ans, mais il souhaite diversifier les activités de l'entreprise familiale. Au début des années 50, il lance des cartes de Hanafuda en plastique, une première au Japon. Et en 59, il obtient les droits d'exploitation sur les personnages de Disney. Un partenariat qui lui permet d'enregistrer une explosion de ses profits. Nintendo s'essaye même au marché de l'alimentaire avec du riz instantané ou une société de taxi dont le logo est une carte à jouer. Une légende urbaine voudrait que Nintendo ait également investi dans un ou plusieurs love hotels, provoquant l'irruption de Yakuza, souhaitant y placer leur réseau de prostitution. Une anecdote sur laquelle a enquêté l'excellent Florent Gorge, et qui reste une rumeur jusqu'à preuve du contraire. Au début des années 60, Nintendo commence à proposer des jouets en plastique. Ils reprennent tous les grands classiques de l'époque, notamment des copies de briques Lego, qui leur coûteront un procès. Le fabricant propose quelques produits dérivés de licence, comme Ultraman, mais c'est véritablement avec l'arrivée d'un jeune ingénieur du nom de Gunpei Yokoi que les choses vont prendre un nouveau tournant. Parmi ses nombreuses tâches, c'est à lui qu'incombe de régler les machines à cartes fournissant les casinos. Mais son premier jouet, c'est une paire de mains télescopiques, qui a tout d'un gadget, mais dont la réalisation soignée en fait un best-seller. Il s'en vendra 500 000 exemplaires rien que la première année. La mode est à l'électronique, et Nintendo n'hésite pas à se lancer dans de surprenantes innovations, comme sa gamme Kosenju, qui utilise des cellules photosensibles placées sur des armes factices. D'autres sont un peu plus discutables, comme le Love Tester, censé jauger le courant entre deux tourtereaux. Le grand boom des salles d'arcade, initié par le jeu Space Invader de Taito, amène la firme à s'intéresser à ce genre de divertissement. Ce n'est pas un hasard si Nintendo commence avec une simulation de tir. Mais l'entreprise souhaite également surfer sur la mode des consoles domestiques, avec les Color TV Games, 5 consoles vendues entre 1977 et 1980. Il s'agit là d'une collaboration avec Mitsubishi, et si les ventes sont plutôt bonnes, les jeux inclus avec la machine vieillissent très vite. Pendant ce temps, Gunpei Yokoi travaille à des jeux vidéo autonomes, entendez par là transportables partout. Utilisant des écrans à cristaux liquides, le Game & Watch s'inspire fortement des calculatrices à la mode en ce début de la décennie 80. Pourtant, c'est sur borne que va voir le jour l'un des jeux les plus importants de l'histoire de Nintendo, Donkey Kong, un hommage au film des années 30 où un moustachu doit sauver une jeune femme des griffes d'un gorille géant. C'est la naissance de l'univers de Mario. A l'origine, le jeu aurait dû mettre en scène les personnages de Popeye, mais un problème de droit va pousser l'équipe créative à piocher dans le domaine public. Et c'est un petit jeune qui se charge de lui donner vie, Shigeru Miyamoto. Il avait déjà travaillé sur des bornes précédemment, mais celle-ci est d'importance. Nintendo venait de subir un grave échec avec son premier jeu d'arcade destiné au marché américain, Radarscope, qui laisse derrière lui près de 2000 bornes invendues. Donkey Kong est développé en 3 mois et s'impose très vite chez les joueurs.
Malheureusement, le secteur est frappé par une crise sans précédent. Les géants comme Coleco ou Atari cumulent les invendus de clones de très mauvaise qualité. D'ailleurs, la meilleure vente de Coleco, c'est un portage sur console de Donkey Kong de Nintendo. Et alors que le monde entier se persuade que le mode du jeu vidéo n'aurait été que passagère, le japonais lance en 1983 son Family Computer, ou Famicom pour les intimes. Nintendo veille jalousement sur la qualité des jeux tierces proposés sur sa console, qui vise toute la famille. Les manettes reprennent le design des Game & Watch, et ce n'est pas un hasard si son principal accessoire n'est autre qu'un pistolet qui permet de chasser les canards en pixels. Héritage direct de ses jouets. Mario Bros, Zelda, Metroid, Big N va multiplier les best-sellers, non sans quelques guerres internes. D'ailleurs, ces trois têtes de gondole ont toutes commencé leur aventure sur console avec un succès presque jamais démenti. Bon, Mario avait déjà eu droit à son propre jeu sur arcade, mais le public avait boudé le moustachu et ses histoires de tortues. C'est donc bien au chaud dans leur salon que les joueurs vont pouvoir l'apprécier pour de bon. Contrairement aux autres, The Legend of Zelda fait ses débuts au Japon sous forme de disquette, un système qui demande un lecteur optionnel sur la console. Une belle innovation qui permet de stocker les 128 KO du jeu. Contrairement à la raideur d'un Dragon Stomper, ce jeu de rôle permet presque toutes les libertés avec de très nombreux objets, et dès ce premier opus, le joueur est amené à multiplier les manières de jouer, notamment grâce à un micro intégré qui permet de vaincre un ennemi à grandes oreilles. Un détail qui sera gardé pour le livret d'instructions américain, mais pour le coup, ça sert à rien de crier. L'arrivée de la Famicom en Occident, renommée NES pour Nintendo Entertainment System, demande quelques ajustements. Sur ce marché devenu plus que chatouilleux, les dirigeants vont donc user de techniques éprouvées. Ceux qui ont connu le premier Zelda n'oublieront jamais sa cartouche dorée. Il s'en vendra 2 millions d'exemplaires, rien qu'en 1988. Une armée de joueurs que Nintendo of America va chercher à fédérer, chaque jeu étant fourni avec un formulaire pour intégrer le fan club. Les membres recevaient une newsletter de quelques pages avec les nouveautés, mais surtout des astuces pour les jeux les plus difficiles, comme Zelda. Fort d'1 million de membres, le fabricant lance son propre magazine, Nintendo Power, et un numéro surtaxé pour joindre des spécialistes. Par ce biais, le public va découvrir tout un tas de productions japonaises, mais également d'une armée de studios un peu partout à travers le monde. Dès le début de cette expansion mondiale, Nintendo a délaissé les jouets pour se consacrer au virtuel du monde digital du futur. Leur dernier objet ludique est un puzzle carré nommé Crossover, sorti en 83, mais on garde aussi en mémoire leur aspirateur télécommandé. Cela ne va pas empêcher les héros de Nintendo de se voir dérivés par des dizaines de fabricants en tout genre, et c'est aux États-Unis que les publicitaires vont aller plus loin, avec un show du samedi matin diffusé sur NBC à partir de 89, Captain N, qui propose pour la première fois des versions animées de Link, Kid Icarus ou Donkey Kong. Et la même année, les studios DIC, qui viennent d'être revendus par Jean Chalopin, sort Super Mario Bros, avec ses passages live-action qui sont restés cloués dans nos mémoires. C'est qu'il faut préparer le public à l'arrivée de la Super Famicom, vendue au Japon en 1990 et 2 ans plus tard chez nous. Mais les plombiers de Nintendo semblent déjà enterrés lorsque sort un premier film à leur gloire. Super Mario Bros met pourtant les petits plats dans les grands avec 48 millions de dollars de budget. Et l'acteur Bob Hoskins, pourtant auréolé de sa performance dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Cette tentative va coûter cher à Nintendo, et il faudra attendre 30 ans pour que Mario revienne sur un grand écran avec le succès qu'on lui connaît. Mais Nintendo n'a jamais cessé de fabriquer des cartes à jouer, même si cette activité reste anecdotique en comparaison des consoles. Ils continueront de servir les cercles de jeu pendant de nombreuses décennies, jusqu'à la promulgation des lois anti-Yakuza en 1992. En France, nous profiterons dans la seconde moitié des années 90 de l'émission La planète de Donkey Kong, vite renommée en DK TV, une émission animée par le gorille et sa famille. Tu écris quand pour toi? La nuit, quand je suis seul dans ce grand lit froid et que je pense à vous, les filles. Mais j'y reviendrai peut-être un de ces quatre, n'hésitez pas à me prévenir si c'est un sujet qui vous intéresse. Hiroshi, l'arrière-petit-fils du fondateur, restera à la tête de Nintendo jusqu'en 2004, mettant un terme à plus d'1 siècle de gestion familiale, mais la famille Yamauchi dirige toujours le cimentier des débuts. Je ne doute pas que les nouvelles aventures de Link à travers Hyrule ou ailleurs connaîtront encore quelques succès ludiques dans les décennies à venir. Mais vous, quel est le jeu Nintendo qui vous a le plus marqué ? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Nintendo, je ne peux que vous conseiller les livres de l'incroyable Florent Gorge, un véritable historien du jeu vidéo, et également le site Before Mario, qui réunit une montagne d'informations sur le sujet.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un grand merci à Hobby Genki pour leur soutien. N'oubliez pas que vous avez le droit à 5% sur votre prochaine commande avec le code ArkeoGenki05. On s'approche de plus en plus des 100 000 abonnés, alors n'hésitez pas à partager au maximum la chaîne et cette vidéo en particulier. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants!